Le soleil d'été brillait tandis que Lina Dubois installait son stand. À 12 ans, elle n'était qu'une jeune fille par une chaude journée, vendant de l'eau en bouteille avec une pancarte peinte à la main et un rêve de Disneyland Paris. Les voisins souriaient en entendant les pièces teintées dans son bocal, encourageant sa détermination et se rafraîchissant dans la chaleur. Pendant un moment, la rue semblait joyeuse, sûre et bienveillante, puis arriva Béatrice de Varennes. Blanche, rigide, le regard acéré de dédain. Pour elle, Lina n'était pas une enfant, mais une nuisance. La police fut appelée, l'air devint lourd, mais le destin était plus rapide que l'arrogance. Et Béatrice allait bientôt en sentir la morsure. Le soleil tapait sans pitié sur la rue d'une résidence pavillonnaire en banlieue parisienne alors que Lina Dubois, 12 ans, dépliait soigneusement sa table en plastique blanc. Elle la positionna parfaitement sur l'herbe près de l'allée de sa maison, s'assurant qu'elle était stable sur le sol légèrement inégal. Essuyant la sueur de son front, elle recula pour examiner son espace de travail. Parfait, murmura-t-elle, son large sourire reflétant son excitation. Elle se dépêcha de rentrer chercher son matériel, ses tresses dansant à chacun de ses pas. Quelques instants plus tard, Lina réapparut, portant une grande glacière bleue, peinant légèrement sous son poids. Elle avait passé la soirée précédente à remplir des bouteilles d'eau et à les congeler juste ce qu'il fallait. Pas au point d'être difficile à boire, mais assez froide pour être rafraîchissante dans l'intense chaleur de la région parisienne. Posant la glacière à côté de sa table, Lina sortit de sa poche les pancartes qu'elle avait fabriquées. Elle avait passé des heures à les décorer avec des lettres soignées et de joyeux dessins de gouttes d'eau portant des lunettes de soleil. La pancarte principale affichait « Eau fraîche ». 1 euro, en grosses lettres bleues avec de petites étoiles et des cœurs sur les bords. Alors qu'elle disposait les bouteilles en rangées bien nettes sur la table, Lina ne pouvait s'empêcher de s'imaginer franchissant les portes de Disneyland Paris. Elle avait vu tant de vidéos en ligne, le château, les manèges, les personnages se promenant et faisant des câlins aux enfants excités. Chaque bouteille vendue la rapprocherait un peu plus de ce rêve. Un jeune couple qui faisait son jogging ralenti en approchant de son stand. La femme, encore essoufflée, sourit chaleureusement à Lina. « Qu'avons-nous là ? De l'eau bien fraîche. » Lina se redressa fièrement. « Vous en voulez ? C'est parfait pour rester hydraté pendant l'exercice. » L'homme gloussa en sortant son portefeuille. « Vous marquez un point. 2 bouteilles, s'il vous plaît. » Alors que Lina leur tendait leurs bouteilles, la femme demanda « Tu économises pour quelque chose de spécial ?» Les yeux de Lina s'illuminèrent. « Oui, je vais à Disneyland Paris. Enfin, j'espère. Maman dit qu'on doit d'abord économiser. Alors je fais ma part pour aider. C'est merveilleux. » dit la femme en lui tendant un billet de 5 euros. « Garde la monnaie, ma chérie, j'espère que tu y arriveras bientôt. » Merci beaucoup. Lina rangea soigneusement l'argent dans sa pochette zippée. Bonne course. D'autres voisins passèrent au fil de la matinée. Un homme promenant son Golden Retriever acheta une bouteille, laissant son chien laper un peu d'eau dans une gamelle que Lina avait judicieusement prévue pour les animaux. Une femme âgée s'arrêta pour discuter de ses propres souvenirs, quand elle emmenait ses enfants à Disneyland il y a des années, et acheta 2 bouteilles pour plus tard. Vers 9h30, Lina aperçut la silhouette fatiguée de sa mère qui remontait la rue. Samira Dubois portait encore sa blouse d'hôpital, les épaules légèrement voûtées après une longue garde de nuit aux urgences. Mais quand elle vit Lina, son expression épuisée se transforma en un sourire fier. « Regarde-toi, ma puce !» lança Samira en s'approchant du stand. « Comment vont les affaires ?» Lina montra avec enthousiasme sa pochette d'argent. « J'ai déjà gagné 17 euros. Et Madame Chen, 3 maisons plus loin, a dit qu'elle enverrait probablement ses enfants plus tard quand il fera vraiment chaud. » Samira passa un bras autour des épaules de sa fille, étudiant l'agencement soigné du stand. « Tu as fait un si bon travail en installant tout ça. Ces pancartes sont magnifiques. Merci. Maman. » Lina se blottit contre sa mère. « Je me suis souvenu de tout ce que tu m'as dit. Être professionnel.
Garder la table propre. Être poli. Compter la monnaie attentivement. Je vois ça. Samira étouffa un bâillement. Je suis si fier que tu prennes une telle initiative. Mais assure-toi de rester à l'ombre autant que possible. D'accord ? Et rentre si tu as trop chaud. Je le ferai. Maman, j'ai apporté de la crème solaire et un chapeau. Comme tu me l'as dit. C'est ma fille. Samira embrassa le sommet de la tête de Lina. Je dois aller dormir, mais je vais mettre mon réveil pour venir te voir dans quelques heures. Va te reposer. Maman, je gère la situation. Alors que Samira rentrait, Lina vendit une autre bouteille à un voisin qui passait. Elle comptait soigneusement la monnaie quand elle sentit le poids du regard de quelqu'un. En levant les yeux, elle remarqua Béatrice de Varenne de l'autre côté de la rue, les bras croisés sur la poitrine. Même à distance, la désapprobation de Béatrice était claire dans sa posture rigide et son expression pincée. Ses cheveux gris acier étaient parfaitement coiffés. Ses vêtements impeccables et d'apparence coûteuse malgré la chaleur. Elle se tenait dans son jardin manucuré, une main sur la hanche, l'autre protégeant ses yeux du soleil alors qu'elle fusillait du regard la modeste installation de Lina. L'estomac de Lina se noua désagréablement en voyant le froncement de sourcils de Béatrice s'accentuer. Elle avait déjà vu ce regard, lors du dernier pique-nique de quartier, quand des enfants avaient joué trop près de ces rosiers primés, et à la piscine commune, quand des adolescents nageaient soi-disant trop bruyamment. Les yeux de Béatrice se plissèrent tandis qu'elle examinait la table de Lina. La glacière et les pancartes joyeuses. Ses lèvres se pressèrent en une ligne fine, et elle secoua lentement la tête, comme si elle était personnellement offensée par la simple vue d'une enfant vendant de l'eau par une chaude journée d'été. Lina essaya de se concentrer sur l'arrangement de ses bouteilles, feignant de ne pas remarquer le regard intense de l'autre côté de la rue. Mais elle pouvait toujours sentir le regard froid de Béatrice, comme un poids inconfortable pesant sur ses épaules, menaçant de réduire en poussière le bonheur de sa matinée et ses rêves de Disneyland. Béatrice traversa la rue d'un pas sec, ses talons claquant brusquement sur le bitume. Son porte-bloc se balançait comme une arme à son côté, et son visage était figé dans des lignes sévères de désapprobation. Le cœur de Lina se mit à battre plus vite à l'approche de la présidente du conseil syndical de la copropriété. Mademoiselle, la voix de Béatrice trancha l'air matinal comme de la glace. Avez-vous une autorisation pour cette opération ? Elle désigna d'un geste dédaigneux l'étalage soigné de Lina avec son porte-bloc. Lina se redressa, essayant de garder une voix stable. Je vends juste des bouteilles d'eau pour économiser ce n'est pas ce que j'ai demandé. Les mots de Béatrice coupèrent court à l'explication de Lina. Elle sortit une paire de lunettes de lecture, les percha sur son nez en feuilletant les papiers de son porte-bloc. Selon le règlement de la copropriété, section 4, paragraphe 12. Toutes les activités commerciales menées dans les limites du quartier nécessitent les autorisations appropriées et l'approbation du conseil. Mais c'est juste de l'eau, dit Lina, sa voix se faisant plus petite. Elle baissa les yeux sur ces pancartes soigneusement confectionnées, qui lui parurent soudainement enfantines sous le regard sévère de Béatrice. Comme un stand de citronnade, Béatrice laissa échapper un rire sec et sans humour. Oh, s'il vous plaît, c'est de la vente à la sauvette illégale. Purement et simplement, cela dégrade le standing de notre résidence. Avez-vous une licence commerciale, une certification des services d'hygiène, une assurance ? Elle marqua une pause entre chaque question, les laissant atterrir comme de petits poignards. Je ne pense pas. La gorge de Lina se serra. Elle baissa les yeux sur ses chaussures, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. L'excitation de la matinée s'effondrait autour d'elle comme du sable. Et que penserait Disney ? Continua Béatrice, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. S'il savait que vous essayiez de financer votre petit voyage par des activités illégales. Elle prit l'une des bouteilles d'eau de Lina, l'examinant comme si elle pouvait être contaminée. Vraiment, c'est tout simplement triste. Y a-t-il un problème ici ? La voix de Samira Dubois, bien que calme, porta clairement à travers le jardin.
Elle se tenait à l'entrée de leur maison. Toujours en blouse, mais avec une colonne vertébrale d'acier malgré son épuisement. Elle s'approcha d'eux d'un pas mesuré. Le visage calme, mais les yeux vifs. « Oh, bien », dit Béatrice en se tournant vers Samira. La partie responsable. « Madame Dubois, êtes-vous au courant que votre fille exploite une entreprise non autorisée sur la propriété de la copropriété ? Je suis au courant que ma fille fait preuve d'initiative et d'esprit d'entreprise. » Répondit Samira d'un ton égal. Elle se plaça à côté de Lina, posant une main douce sur son épaule. « Et je me demande pourquoi vous êtes ici à harceler une enfant au lieu de profiter de votre samedi matin. » Les narines de Béatrice se dilatèrent. « Harceler ? J'applique le règlement de la copropriété. Ce qui est mon devoir en tant que présidente. Ce genre de commerce non contrôlé attire le mauvais genre et fait baisser la valeur des propriétés. » Quelques voisins s'étaient arrêtés pour observer la confrontation. Madame Chen, qui avait promis d'envoyer ses enfants plus tard, se tenait sur son porche, les bras croisés. Le couple de joggeurs de tout à l'heure avait fait demi-tour, ralentissant pour observer la scène. Le mauvais genre. La voix de Samira resta stable, mais sa prise sur l'épaule de Lina se resserra légèrement. Veuillez expliquer exactement ce que vous entendez par là. Béatrice se tortilla mal à l'aise. Consciente de l'audience grandissante, il ne s'agit pas de... Je veux dire, évidemment, il s'agit de maintenir des standards. De l'ordre. Quelle sera la prochaine étape ? Des brocantes improvisées, des vendeurs de rue à chaque coin ? C'est une fille de 12 ans qui vend de l'eau par une chaude journée. Dit Samira, mais vous avez raison sur un point. Il ne s'agit pas de bouteilles d'eau ou d'autorisation. Il s'agit de votre besoin d'exercer un contrôle sur tout et tout le monde dans ce quartier. Comment osez-vous ? Le visage de Béatrice devint rouge. J'essaie de protéger, vous n'essayez de protéger rien d'autre que votre propre sentiment d'autorité. Coupa Samira, sa voix toujours calme mais ferme. Et vous êtes prête à briser les rêves d'une enfant pour le faire. La petite foule d'observateurs s'était agrandie. Monsieur Patterson, qui promenait son Golden Retriever, s'était arrêté pour regarder. La femme âgée qui avait acheté de l'eau plus tôt se tenait près du porche de Madame Chen, secouant la tête d'un air désapprobateur en direction de Béatrice. Le visage de Béatrice était passé du rouge au violet. Elle regarda les voisins qui observaient, s'attendant clairement à un soutien, mais n'en trouvant aucun. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle serrait plus fort son porte-bloc. « C'est inacceptable, balbutia-t-elle. Vous ne pouvez pas simplement. Je ne le permettrai pas, vous ne permettrez pas quoi ? Exactement ? Demanda doucement Samira. Qu'une enfant apprenne la valeur du travail et de l'épargne ? Qu'elle rêve de quelque chose de spécial et travaille pour l'obtenir ? Ça s'arrête maintenant, déclara Béatrice, fouillant dans son sac à main de créateur pour trouver son téléphone. Son doigt tremblait en tapotant l'écran. Si vous n'écoutez pas la raison, peut-être écouterez-vous les autorités. Elle porta le téléphone à son oreille, se détournant des regards désapprobateurs des voisins. Oui, la police. Ici Béatrice de Varenne, présidente du conseil syndical des Jardins du Chêne. Je dois signaler un vendeur non autorisé qui trouble la paix dans notre quartier. Elle marqua une pause, fusillant du regard Samira et Lina. Oui, ils sont totalement non coopératifs. Non, je ne me sens pas en sécurité. Ils deviennent hostiles. Samira secoua lentement la tête, gardant son bras autour de Lina, qui regardait avec de grands yeux Béatrice faire les 100 pas, sa voix devenant de plus en plus forte et stridente à chaque mot. « J'ai besoin de quelqu'un ici immédiatement », cria presque Béatrice dans le téléphone. C'est une violation grave de plusieurs règlements. Et ces personnes refusent de se conformer aux règlements de la copropriété. Oui, je reste en ligne. Le faible grondement du moteur d'une voiture de police municipale coupa l'air tendu du matin. Les gyrophares bleus et blancs clignotèrent alors que la voiture de patrouille se garait sur le trottoir. Juste derrière le modeste stand d'eau de Lina. La petite main de Lina serra fort celle de sa mère, sa confiance d'auparavant s'évanouissant à la vue de deux agents sortant du véhicule. Tout va bien,
Ma puce, murmura Samira, donnant à la main de sa fille une pression rassurante. Reste calme et laisse-moi m'en occuper. La posture de Béatrice se redressa à l'approche des agents. Un sourire satisfait se dessinant sur son visage. Elle serrait son porte-bloc contre sa poitrine comme un bouclier d'autorité, rebondissant presque sur ses talons d'anticipation. Agent, Dieu merci vous êtes là, lança Béatrice en s'avançant pour les accueillir. Comme je l'ai expliqué au téléphone. Nous avons un vendeur non autorisé qui refuse de cesser ses activités. Madame, laissez-nous évaluer la situation, interrompit le premier agent en levant la main. Il était plus âgé, avec des cheveux poivre et sel visibles sous sa casquette. Son badge indiquait « Leroux ». Son jeune partenaire restait légèrement en retrait, observant la scène avec une expression perplexe. Le regard de l'agent Leroux passa de l'état agité de Béatrice à la simple table pliante avec des bouteilles d'eau. Puis à Samira et Lina. Son expression sévère s'adoucit soudainement en les reconnaissant. « Infirmière Dubois ? Point, demanda-t-il, les sourcils haussés. C'est bien vous ? Samira hocha la tête, gardant son calme. Agent Leroux, je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui. Le sourire de Béatrice vacilla légèrement en observant l'échange. Vous vous connaissez ? Si je la connais ? L'agent Leroux laissa échapper un petit rire. Cette femme a sauvé la vie de mon frère l'année dernière. Opération d'urgence après ce grand carambolage sur l'A6. Il se tourna vers son partenaire. Tu te souviens, Johnson, je t'en ai parlé ? L'infirmière qui est restée 4 heures après la fin de son service pour s'assurer que Tommy s'en sorte. L'agent Johnson hocha la tête. Regardant maintenant Samira avec respect. Oui, mon lieutenant, vous avez dit que c'est grâce à elle que votre frère a pu assister au mariage de sa fille. Béatrice se décala, mal à l'aise, son porte-bloc s'abaissant légèrement. C'est très gentil. Mais ça n'a rien à voir avec la situation actuelle. Il y a des règlements. Et quelle est exactement la situation actuelle ? Point, demanda l'agent Leroux, son ton devenant professionnel, mais nettement moins amical en s'adressant à Béatrice. Il désigna le stand de Lina. Parce que ce que je vois, c'est une jeune demoiselle qui vend de l'eau par une chaude journée. Où est l'urgence qui a nécessité une intervention de la police ? Elle n'a pas d'autorisation. Sa voix monta dans les aigus. C'est une violation du règlement de la copropriété et des arrêtés municipaux. Il pourrait y avoir des violations du code de la santé. Des problèmes de responsabilité. Madame, intervint l'agent Johnson, avez-vous vraiment appelé les services d'urgence pour le stand d'eau d'une enfant ? La foule grandissante de voisins murmura sa désapprobation. Madame Chen secoua la tête et marmonna quelque chose qui fit hocher vigoureusement la tête de la femme âgée à côté d'elle. Le Golden Retriever de M. Patterson laissa échapper un léger gémissement, comme si même le chien était embarrassé par le comportement de Béatrice. J'essaie de maintenir l'ordre dans cette communauté, insista Béatrice, mais sa voix avait perdu une partie de son autorité antérieure. Il y a des règles. Madame, le ton de l'agent Leroux était maintenant ferme. Appeler la police pour des non-urgences monopolise des ressources qui pourraient être nécessaires pour de véritables situations de crise. Nous répondons à tous les appels. Mais ce genre de choses, il secoua la tête. Ce n'est pas une bonne utilisation des services d'urgence. Il se tourna vers Lina, qui tenait toujours fermement la main de sa mère. Son visage s'adoucit en un gentil sourire. Mademoiselle, combien vendez-vous ces bouteilles d'eau ? 1 euro, répondit doucement Lina, puis ajouta avec un peu plus de confiance. J'économise pour aller à Disneyland Paris avec ma maman. Et bien alors. L'agent Leroux sortit son portefeuille. Mon partenaire et moi en voudrions une chacun. Cette chaleur n'est pas une blague. Il tendit à Lina un billet de 10 euros. Gardez la monnaie pour votre cagnotte Disneyland. Merci. Monsieur, dit Lina, son sourire revenant alors qu'elle tendait soigneusement les bouteilles aux 2 agents. Béatrice observa cet échange avec une incrédulité croissante. Son visage redevenant rouge. Mais le règlement stipule clairement, Madame de Varenne. L'agent Leroux se tourna de nouveau vers elle.
Sa voix sévère mais professionnelle. Je vous suggère fortement de reconsidérer ce qui constitue une urgence à l'avenir. Appeler la police pour le stand d'eau d'une enfant n'est pas seulement une réaction excessive. C'est un gaspillage de ressources qui pourrait retarder la réponse à de véritables urgences. L'agent Johnson hocha la tête en signe d'accord. Si vous avez des préoccupations concernant le règlement de la copropriété, c'est une affaire civile, ce n'est pas une urgence policière. Les voisins rassemblés avaient commencé à se disperser, mais pas avant que plusieurs d'entre eux ne s'approchent du stand de Lina pour acheter de l'eau. En prenant soin d'être particulièrement amicaux et encourageants, Madame Chen annonça à voix haute qu'elle enverrait ses enfants plus tard pour acheter toute la glacière. Béatrice resta rigide, regardant sa tentative d'affirmer son autorité s'effondrer autour d'elle. L'air suffisant qui émanait d'elle plus tôt fut remplacé par une expression tendue et colérique. Ses jointures étaient blanches là où elles agrippaient son porte-bloc. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle en tournant brusquement les talons, alors qu'elle retournait de l'autre côté de la rue, ses chaussures claquant sur le bitume encore plus agressivement qu'auparavant. Elle lança un regard venimeux par-dessus son épaule à Samira et Lina. Loin de là, les agents restèrent quelques minutes de plus, discutant nonchalamment avec Samira du rétablissement de son frère, tandis que Lina servait fièrement les clients qui s'étaient alignés pour la soutenir. Le soleil matinal continuait de monter dans le ciel, promettant une autre chaude journée, parfaite pour vendre de l'eau fraîche, malgré la silhouette fuyante de Béatrice, qui disparut derrière sa porte d'entrée claquée. La cuisine était remplie de l'arôme réconfortant du poulet rôti et du riz alors que Samira et Lina s'asseyaient pour dîner. À travers leurs petites fenêtres, les derniers rayons de soleil peignaient le ciel de doux orange et rose. La tension de la journée s'était dissipée comme des glaçons dans la chaleur, remplacée par la chaude satisfaction de la victoire et de la justification. Et puis, Madame Chen a acheté 10 bouteilles d'un coup, s'exclama Lina, rebondissant presque sur sa chaise en racontant les succès de la journée. Sa fourchette s'agitait avec enthousiasme dans les airs pendant qu'elle parlait. Elle a dit que ses enfants reviendraient demain aussi. Samira ne put s'empêcher de sourire à l'excitation de sa fille. La confrontation du matin ne semblait avoir fait que renforcer l'esprit d'entreprise de Lina plutôt que de l'atténuer. C'est merveilleux, ma puce. Combien as-tu gagné aujourd'hui ? Lina plongea la main dans sa poche et en sortit une liasse de billets soigneusement pliés. Elle les lissa fièrement sur la table, comptant chacun d'eux délibérément. 78 €, et c'est après avoir acheté plus d'eau pour demain. Ses yeux pétillaient de détermination. À ce rythme, j'aurai assez pour Disneyland en un rien de temps. Je suis si fier de toi, dit Samira, tendant la main par-dessus la table pour serrer celle de sa fille. Tu t'es très bien comporté aujourd'hui. Surtout quand son téléphone vibra sur la table, interrompant le moment, puis il vibra encore et encore. Samira le prit, s'attendant à un texto du travail concernant son prochain service. Au lieu de cela, elle se retrouva face à un email à l'aspect officiel de la copropriété. Son estomac se serra en l'ouvrant. Notification de violation. L'objet hurlait en majuscules, alors que ses yeux parcouraient le texte. La chaleur de la soirée sembla s'évanouir. Béatrice avait déposé une plainte officielle contre elle, citant une activité commerciale non autorisée et une violation des normes de la communauté. La notification menaçait d'amende de 100 € par jour si l'opération commerciale illégale se poursuivait. Maman, la voix de Lina était petite, remarquant le changement dans l'expression de sa mère. Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien. Ma puce, commença à dire Samira, mais son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était une notification du forum en ligne du quartier. Son cœur se serra en cliquant sur le lien. Là, dans un message daté de quelques minutes à peine, Béatrice avait dépeint une version très différente des événements de la journée. Elle décrivait Lina comme une influence perturbatrice qui transformait notre rue résidentielle en zone commerciale.
Mais ce qui fit bouillir le sang de Samira fut l'attaque à peine voilée contre son rôle de mère. Quel genre de mère, lisait-on dans le message de Béatrice. Laisse son enfant gérer une entreprise sans licence sur la voie publique sans surveillance? Quel exemple cela donne-t-il aux enfants de notre communauté? En tant que votre présidente, je ne peux pas rester sans rien faire pendant que les standards de notre quartier se détériorent. La section des commentaires se remplissait déjà de réactions, tandis que certains voisins les défendaient. D'autres, principalement les partisans habituels de Béatrice, en rajoutaient avec leurs propres plaintes sur la baisse de la valeur des propriétés et la création de dangereux précédents. Samira posa le téléphone avec précaution, forçant ses mains à ne pas trembler. Elle leva les yeux pour voir Lina la regarder avec des yeux inquiets. L'excitation d'il y a quelques instants remplacée par l'incertitude. « Maman !» La voix de Lina vacilla légèrement. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? » « Non, ma puce, » dit fermement Samira, repoussant sa chaise et ouvrant les bras. « Viens ici. » Lina traversa jusqu'aux côtés de sa mère, se laissant envelopper dans une étreinte serrée. Elle a peut-être 12 ans. Mais dans des moments comme ceux-ci, elle semblait encore si petite à Samira. « Tu n'as rien fait de mal ?» répéta Samira en caressant les cheveux de sa fille. « Certaines personnes, simplement, elles n'aiment pas voir les autres réussir. Mais c'est leur problème, pas le nôtre. Est-ce que Madame de Varenne est toujours en colère à cause du stand d'eau ?» La voix de Lina était étouffée contre l'épaule de sa mère. « Madame de Varenne essaie de causer des problèmes, » répondit honnêtement Samira. « Mais ne t'inquiète pas pour ça. Rappelle-toi ce que l'agent Leroux a dit. Tu ne fais rien de mal. » Elles restèrent enlacées un long moment avant que Samira ne se recule doucement, forçant un sourire. « Maintenant, finis ton dîner. Tu as une grosse journée de vente devant toi demain. »« Tu es sûr que c'est d'accord ?» demanda Lina, cherchant le visage de sa mère. « Peut-être que je devrais arrêter. »« Absolument pas, » dit fermement Samira. « On ne laisse pas les tyrans gagner dans cette famille. Tu te souviens de ce que je te dis toujours ?» Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Lina. « Reste droite et fidèle à toi-même. C'est ça. » Samira l'embrassa sur le front. « Maintenant, mange, ces légumes ne vont pas se finir tout seuls. » Plus tard, après que Lina soit allée se coucher, Samira s'assit seule à la table de la cuisine. La maison était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement de la climatisation et du son lointain des grillons à travers la fenêtre. Son téléphone était posé devant elle. Écran sombre, mais d'une certaine manière menaçant, comme un portail vers plus de laideur à venir. Elle le reprit, relisant le message de Béatrice et la notification de la copropriété. Sa mâchoire se serra en remarquant de nouveaux commentaires, certains avec des sous-entendus racistes à peine voilés sur certains éléments qui changeaient le caractère du quartier. Le comportement doux et professionnel qu'elle avait maintenu toute la journée. La même présence calme qu'elle montrait à l'hôpital dans les pires urgences commença à se fissurer. Ses mains se serrèrent en poing sur la table alors que tout le poids de la vindicte de Béatrice s'abattait sur elle. Ce n'était plus seulement une histoire de stand d'eau. C'était une question de pouvoir. De remettre les gens à leur place. De faire un exemple de quiconque osait défier l'autorité de Béatrice. Et elle utilisait toutes les armes de son arsenal, le conseil syndical, les réseaux sociaux, les ragots de quartier pour y parvenir. Samira resta assise dans la cuisine sombre, son visage se durcissant en réalisant que ce combat était loin d'être terminé. Béatrice n'allait pas s'arrêter, ce n'était que le début. La salle commune de la résidence bourdonnait de tension alors que les résidents affluaient pour la réunion d'urgence du conseil syndical. L'espace, habituellement réservé aux clubs de lecture et aux parties de bridge, ressemblait davantage à une salle d'audience ce soir-là. Des néons bon marché projetaient des ombres dures sur les visages des voisins, qui évitaient de se regarder. Samira ajusta sa blouse. Elle venait directement de son service à l'hôpital et serra la main de Lina alors qu'elle trouvait des sièges près du milieu de la pièce. L'avis de convocation était arrivé ce matin-là, exigeant leur présence immédiate pour traiter des violations continues des normes de la communauté.
Béatrice de Varenne était assise en bout de la longue table, entourée d'autres membres du conseil. Son blazer gris et sa posture parfaite criaient l'autorité, tandis que son sourire mince rappelait à Samira un chat qui a acculé sa proie. Une pile de papier était soigneusement disposée devant elle, avec des onglets de couleur dépassant sur les bords. « Ouvrons cette réunion », annonça Béatrice, tapant sur la table avec un petit marteau avec une précision théâtrale. Sa voix avait la fausse chaleur d'une publicité télévisée. Nous sommes ici pour traiter d'une violation grave de nos règles communautaires par le lot 247. Samira sentit Lina se recroqueviller à côté d'elle alors que Béatrice soulevait théâtralement une photographie de sa pile. Elle montrait le stand d'eau de Lina, mais l'angle donnait à leur petite installation soignée un air minable et envahissant. Cette opération commerciale non autorisée, continua Béatrice, a transformé notre rue résidentielle en zone commerciale, créant des dangers pour la circulation et troublant la paix. Elle marqua une pause pour les faits. Et lorsqu'on l'a confrontée à cette violation, la résidente est devenue agressive, me forçant à impliquer les forces de l'ordre. Quelques halètements résonnèrent dans la pièce. La mâchoire de Samira se serra face à ces mensonges flagrants. Mais elle garda un visage neutre. Elle faisait face à pire aux urgences. Garder son calme dans le chaos était sa spécialité. Madame Dubois, la voix de Béatrice dégoulinait d'une fausse préoccupation. Voudriez-vous expliquer vos actions ? Samira se leva lentement, sa blouse bruissant dans le silence. Merci, Madame de Varenne. Je serais heureuse de clarifier la situation. Elle sourit, égalant la politesse artificielle de Béatrice. Ma fille Lina a installé un petit stand d'eau pendant la récente vague de chaleur. Elle économise de l'argent pour un voyage spécial. Et plusieurs voisins ont commenté à quel point son initiative a égayé leur journée. Madame Chen, leur voisine, hocha la tête d'un air encourageant depuis son siège. Quelques autres résidents bougèrent mal à l'aise, se souvenant clairement de leur propre stand de citronnade d'enfance. Quant à devenir agressive, continua Samira d'un ton égal. J'ai simplement demandé à Madame de Varenne d'arrêter d'intimider ma fille de 12 ans. Les agents de police qui sont intervenus après que Madame de Varenne les a appelés n'ont rien trouvé à redire aux activités de Lina. Le sourire de Béatrice se crispa. Le règlement de la copropriété stipule clairement. Maman. La petite voix de Lina interrompit. Je peux dire quelque chose ? Tous les yeux se tournèrent vers la jeune fille alors qu'elle se levait. Les épaules droites malgré ses mains tremblantes. Le cœur de Samira se gonfla de fierté devant le courage de sa fille. Je voulais juste gagner de l'argent pour Disneyland Paris, dit Lina, sa voix devenant plus forte. Je n'y suis jamais allée. Et maman travaille si dur à l'hôpital pour sauver la vie des gens. J'ai pensé que si je travaillais dur aussi, je pourrais la rendre fière et nous pourrions y aller ensemble. La pièce devint silencieuse. Même Béatrice sembla momentanément déstabilisée par la simple honnêteté dans la voix de Lina. Monsieur Rodriguez, un enseignant à la retraite membre du conseil, s'éclaircit la gorge. Peut-être que nous en faisons trop. Quand j'étais jeune, chaque enfant avait un stand de citronnade à un moment ou à un autre. Il ne s'agit pas de nostalgie enfantine, rétorqua Béatrice, retrouvant son sang-froid. Il s'agit de règles et de procédures. La section 8, paragraphe 3, interdit clairement les activités commerciales sans l'approbation préalable du conseil. Elle fouilla dans ses papiers. De plus, l'installation crée des problèmes de responsabilité. Et si quelqu'un prétendait avoir une intoxication alimentaire à cause de l'eau est en bouteilles scellées achetées en magasin. Souligna calmement Samira. Ce n'est pas la question. La voix de Béatrice monta légèrement, trahissant sa frustration. La question est que les règles existent pour une raison. Si nous faisons une exception, bientôt tout le monde voudra un traitement de faveur. Madame Chen leva la main. Mais il y a sûrement une différence entre le stand d'eau d'une enfant et la gestion d'une véritable entreprise. Le règlement ne fait aucune distinction de ce genre. La coupa Béatrice, et en tant que présidente de ce conseil, j'ai le devoir d'appliquer ces règles de manière égale.
Elle redressa ses papiers avec des mouvements brusques. La violation est maintenue. Le lot 247 se verra infliger une amende de 100 € par jour jusqu'à ce que cette activité non autorisée cesse de manière permanente. Plusieurs membres du conseil échangèrent des regards mal à l'aise. Mais aucun ne prit la parole. L'emprise de fer de Béatrice sur le conseil était bien connue, et la défier entraînait généralement la découverte de mystérieuses violations sur la propriété du Challenger. De plus, continua Béatrice, la satisfaction s'insinuant dans sa voix, toute récidive entraînera des pénalités croissantes, pouvant aller jusqu'à une éventuelle procédure d'expulsion. Une inspiration collective emplit la pièce. Même pour Béatrice, cela semblait extrême. La réunion est levée, déclara-t-elle, abattant son marteau avant que quiconque puisse objecter. Alors que les chaises raclaient et que les gens commençaient à sortir. Samira serra Lina contre elle. « Tu as été formidable, ma puce, murmura-t-elle. Je suis si fière que tu aies pris la parole. Mais maintenant. Nous devons payer tout cet argent, murmura Lina en retour, sa voix tendue d'inquiétude. Peut-être que je devrais juste oublier Disneyland. Pas question, dit fermement Samira, bien que son cœur se serre devant la défaite dans la voix de sa fille. Nous n'abandonnons pas si facilement. Depuis son siège en bout de table, Béatrice les observait avec un triomphe à peine dissimulé, feuilletant déjà d'autres papiers et prenant des notes. Son sourire victorieux ne faiblit jamais alors qu'elle observait les Dubois se diriger vers la sortie, savourant clairement chaque instant de leur départ. Le soleil du matin avait à peine dépassé les toits lorsque Samira aperçut le papier orange vif scotché à sa porte d'entrée. Son estomac se serra alors qu'elle marchait sur l'herbe humide en chaussons. L'entête officielle de la copropriété la dévisageait, surmontée de lettres noires audacieuses qui lisaient « Avis de violation ». Samira arracha l'avis, ses mains tremblant légèrement en le lisant. Le document énumérait une amende de 100 € pour chaque jour d'activité de vente non autorisée, avec une demande de paiement immédiat. En bas, la signature de Béatrice s'étalait sur la page à l'encre noire épaisse, ressemblant plus à un drapeau de victoire qu'à une signature. « Maman !» La voix de Lina venait de derrière elle. « Qu'est-ce que c'est ?» Samira se tourna pour trouver sa fille encore en pyjama, les cheveux ébouriffés par le sommeil. Elle essaya de cacher l'avis, mais Lina l'avait déjà vu. Le visage de la jeune fille se décomposa à mesure que la compréhension se faisait jour. « C'est de ma faute, » murmura Lina, sa lèvre inférieure tremblant. « Si je n'avais pas essayé de vendre de l'eau. » « Arrête-toi là. » Samira attira sa fille dans une étreinte serrée. « Rien de tout cela n'est de ta faute. Tu n'as rien fait de mal. C'est Madame de Varenne qui a tort ici. » Mais les épaules de Lina tremblaient alors qu'elle commençait à pleurer. « Je voulais juste aller à Disneyland. Maintenant, nous devons payer tout cet argent à la place. Je suis désolée, maman, je suis tellement désolée. Ma puce, écoute-moi. » Samira s'agenouilla pour regarder sa fille dans les yeux. « Tu faisais quelque chose de bien. Travailler dur pour quelque chose que tu veux. C'est exactement ce que je t'ai toujours appris à faire. Ne laisse personne te faire sentir mal à ce sujet. » Leur moment fut interrompu par Madame Alvarez qui appelait de la maison voisine. L'institutrice à la retraite se tenait sur son porche en robe de chambre fleurie, une tasse de café à la main. « Samira, Lina, venez ici une minute. » Samira passa un bras autour des épaules de Lina alors qu'elle traversait la petite parcelle d'herbe entre leurs maisons. Le visage aimable de Madame Alvarez se plissa d'inquiétude en remarquant les larmes de Lina. « J'ai vu Béatrice afficher ses avis avant l'aube, » dit Madame Alvarez en secouant la tête. « Cette femme n'a aucune honte. Entrez, toutes les deux, je viens de faire du café frais. Et j'ai du chocolat chaud pour Mademoiselle Lina. » La cuisine des Alvarez sentait le café et la cannelle, chaleureuse et accueillante, alors que Lina sirotait son chocolat chaud au comptoir. Un peu de couleur revint sur ses joues. « Vous n'êtes pas les premières à qui elle fait ça, » dit Madame Alvarez en s'installant sur une chaise de cuisine. « Il y a 2 ans, c'était la famille Martinez. Leur fils adolescent tondait les pelouses pour de l'argent de poche.
Béatrice a prétendu qu'il dirigeait une entreprise de paysagisme illégale. Que leur est-il arrivé? Point, demanda Samira, enroulant ses mains autour d'une tasse de café chaude. Ils ont déménagé, le visage de Madame Alvarez s'assombrit. Ils ne pouvaient pas se permettre les amendes. Et l'année dernière, c'était les Patel. Leur fille donnait des cours de soutien en maths. Même histoire. Béatrice les a harcelés jusqu'à ce qu'ils partent. Donc, elle a un mode opératoire. Dit doucement Samira. Oh oui, et avez-vous remarqué que ce ne sont jamais les enfants Thompson avec leur stand de citronnade de luxe ou les garçons Wilson qui lavent les voitures? Juste certaines familles. Madame Alvarez haussa les sourcils de manière significative. La mâchoire de Samira se serra en comprenant l'implication. Eh bien, elle a choisi la mauvaise famille cette fois. Je ne vais nulle part. Bien. Madame Alvarez sourit. Tu as des amis ici. Samira, plus que Béatrice ne le pense. Comme pour prouver ses dires. Leur conversation fut interrompue par un coup à la porte. Monsieur Chen de l'autre côté de la rue se tenait là avec sa femme. Tous deux l'air préoccupés. Nous avons vu la vie, dit Madame Chen. Ce n'est pas juste. Nous voulons aider. Tout au long de la matinée, d'autres voisins s'arrêtèrent. Madame Rodriguez apporta des biscuits faits maison. Les Patel revinrent, ayant entendu ce qui s'était passé, offrant leur soutien et partageant leur propre expérience. Même l'agent Leroux, qui avait répondu à l'appel de Béatrice, passa pour prendre de leurs nouvelles. La communauté observe maintenant, dit Madame Alvarez en regardant le rassemblement improvisé dans sa cuisine. Béatrice a toujours compté sur le fait que les gens avaient trop peur de lui tenir tête. Mais tout le monde n'était pas solidaire. À travers la fenêtre, Samira pouvait voir certains voisins passer en hâte. Les yeux détournés, quelques-uns s'arrêtèrent même pour discuter avec Béatrice, qui faisait mine d'inspecter les propriétés avec son porte-bloc omniprésent. Vers midi, Lina sortit pour ranger son stand d'eau. Elle se déplaçait lentement, pliant soigneusement la table de camping et empilant les bouteilles d'eau non ouvertes dans leur glacière. Chaque mouvement semblait lourd de déception. Une élégante BMW argentée passa, ralentissant à l'approche de leur maison. Béatrice était assise au volant, des lunettes de soleil de créateur perchées sur son nez. Elle regardait Lina démanteler son stand, un sourire satisfait jouant sur son visage. Samira sortit sur le porche, s'assurant que Béatrice la voit. Elle se tenait droite dans sa blouse d'infirmière, les bras croisés, refusant de détourner le regard. Le sourire narquois de Béatrice vacilla légèrement face au regard constant de Samira. La BMW accéléra, mais Samira continua de regarder jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Elle se dirigea ensuite vers Lina pour l'aider avec les dernières bouteilles d'eau. « Est-ce que ça veut dire qu'on doit arrêter ?» demanda doucement Lina, serrant une bouteille non ouverte. « Non, ma puce, » répondit Samira, sa voix ferme. « Ça veut dire que nous devons nous battre plus intelligemment. Nous n'abandonnons pas ton rêve. Nous ne faisons que commencer. » Ce soir-là, les ombres s'étiraient sur les murs de la chambre de Lina alors que le soleil commençait à se coucher. Samira venait de finir de réchauffer les restes de lasagne pour le dîner quand elle entendit des sanglots étouffés venant de l'étage. Suivant le son, elle trouva Lina recroquevillée sur son lit, serrant sa peluche Mickey Mouse. Un cadeau précieux de son 10e anniversaire. « Ma puce, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda doucement Samira, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Elle s'assit sur le bord du lit, le matelas s'affaissant légèrement sous son poids. La voix de Lina sortit, tremblante entre les hoquets. « Peut-être que je devrais juste arrêter de vendre de l'eau. Ça cause trop de problèmes. » Elle s'essuya les yeux avec le dos de sa main. Disneyland. C'était un rêve stupide de toute façon. Les mots frappèrent Samira comme un coup physique. Elle avait vu les yeux de sa fille s'illuminer d'innombrables fois alors qu'elle parlait de rencontrer la princesse Tiana, de faire Space Mountain et de regarder les feux d'artifice au-dessus du château. Maintenant, ses mêmes yeux étaient ternes de défaite. « Viens ici, » dit Samira en tapotant la place à côté d'elle. Lina hésita, puis se décala,
Laisse-moi te dire quelque chose sur les rêves et le travail acharné. Samira prit la photo sur la table de chevet de Lina. Une photo d'elle-même dans sa toge de fin d'études d'infirmière. Tenant une Lina de 3 ans. Tu vois cette photo? Quand j'ai décidé de devenir infirmière. Beaucoup de gens m'ont dit que je ne pouvais pas le faire. Mère célibataire. 2 emplois. Cours du soir. Ils disaient que j'étais folle. Vraiment? Lina leva les yeux. Son visage taché de larmes montrant de la surprise. Mais tu es la meilleure infirmière du monde. Samira sourit, passant ses doigts dans les cheveux bouclés de sa fille. Je le suis maintenant, mais ce n'était pas facile. Il y a eu des nuits où je voulais abandonner. Des nuits où j'ai pleuré comme tu pleures maintenant. Mais tu sais ce qui m'a fait continuer? Lina secoua la tête. La dignité, dit fermement Samira, et savoir que ce que je faisais était juste. Quand les gens essaient de te rabaisser. Ma puce, c'est à ce moment-là que tu dois te tenir la plus droite. Mais Madame de Varenne veut que tu abandonnes. Elle veut que tu te sentes petite. La voix de Samira devint passionnée. Mais tu n'es pas petite. Lina, tu es ma fille courageuse et belle qui a eu une idée et a travaillé dur pour la réaliser. C'est quelque chose dont il faut être fier. Lina se redressa. Essuyant les dernières de ses larmes. J'ai gagné 47 € avant qu'elle ne m'arrête. C'est exact, et tu l'as fait honnêtement. En traitant chaque client avec respect. Samira sortit de sa poche les gains de la journée. Tu te souviens de Monsieur Martin ce matin? Il a dit que ton sourire avait égayé toute sa journée. Un fantôme de sourire apparut sur le visage de Lina. Il a acheté 3 bouteilles. Il a dit qu'il avait très soif, tu vois. Tu ne vendais pas seulement de l'eau. Tu répandais de la gentillesse. Ne laisse personne te faire honte de ça. Samira prit la peluche Mickey Mouse et la fit danser, arrachant un petit rire à Lina. Et Disneyland, ce n'est pas un rêve stupide. C'est un objectif pour lequel tu travailles. Il y a une grande différence. Quelle est la différence? Un rêve stupide. C'est souhaiter que quelque chose se produise sans rien faire pour cela. Un objectif, c'est quelque chose que tu planifies et pour lequel tu travailles. Étape par étape. Samira reposa la peluche. Tu as fait un plan d'affaires. Tu as économisé ton argent de poche pour acheter l'eau. Tu as fait ces jolies petites pancartes. Ce n'est pas stupide, c'est être intelligente et dévouée. Lina redressa un peu les épaules. Comme toi qui étudiais pour être infirmière. Exactement comme ça. Et tu sais quoi d'autre? Samira baissa la voix d'un air conspirateur. Parfois, les gens qui essaient de t'arrêter sont ceux qui ont le plus peur de ton succès. Ils ne veulent pas que tu leur montres ce qui est possible. Tu penses que Madame de Varenne a peur de moi? Demanda Lina. Incrédule, je pense qu'elle a peur de ce que tu représentes. Quelqu'un qui n'a pas peur de travailler dur et de rêver grand. Samira serra sa fille contre elle. Et nous n'allons pas la laisser gagner. Nous allons nous battre, mais nous allons le faire de la bonne manière. Comment? En restant forte. En restant honnête, et en montrant à tout le monde exactement qui nous sommes. La voix de Samira était ferme. Nous avons des gens de notre côté. Madame Alvarez, les Patel, l'agent Leroux, des gens qui savent distinguer le bien du mal. Lina resta silencieuse un moment. Puis demanda, Maman, as-tu déjà eu peur quand les gens disaient que tu ne pouvais pas être infirmière? Tout le temps. Admis Samira, mais être courageux ne signifie pas que tu n'as jamais peur. Cela signifie que tu continues malgré tout. Comme quand j'avais peur de parler à la réunion du conseil. Mais je l'ai fait. Exactement comme ça. Samira rayonnait de fierté. C'est ma fille. Elles restèrent assises ensemble dans un silence confortable pendant un moment, regardant les derniers rayons de soleil peindre les murs en orange. La respiration de Lina s'était calmée, et elle lissa distraitement les oreilles de sa peluche Mickey Mouse. Maman, dit-elle finalement, je ne veux pas arrêter de vendre de l'eau. Alors tu n'arrêteras pas. Répondit simplement Samira. Nous trouverons une solution ensemble. Lina hocha la tête. Un air déterminé remplaçant son désespoir antérieur. Elle se leva et se dirigea vers son bureau, où se trouvait sa tirelire. Elle y déposa les gains de la journée.
Les pièces de monnaie tintaient contre le verre. Samira se leva et se dirigea vers la fenêtre. De là, elle pouvait voir la maison de Béatrice de l'autre côté de la rue. Sa pelouse parfaitement entretenue et ses fenêtres étincelantes témoignaient du contrôle rigide de sa propriétaire. La lumière du porche s'alluma automatiquement. Pile à l'heure. En regardant cette maison, Samira sentit une barre d'acier de détermination s'installer dans sa colonne vertébrale. Béatrice de Varenne avait peut-être du pouvoir. De l'argent, la moitié du quartier sous sa coupe. Mais elle n'avait pas le droit de briser l'esprit d'une enfant. Pas cet enfant, pas la fille de Samira. Dans le reflet de la fenêtre, elle pouvait voir Lina compter soigneusement ses économies, les lèvres bougeant silencieusement pendant qu'elle additionnait les chiffres. Cette vue renforça la résolution de Samira. Certaines choses valaient la peine de se battre. Et le droit de sa fille de rêver grand était en tête de cette liste. Le samedi matin s'annonçait clair et lumineux. Un temps parfait pour la fête des voisins. Organisée à la hâte dans la rue des Érables. L'impasse habituellement tranquille bourdonnait d'activité alors que les voisins installaient des tables pliantes et tendaient des guirlandes colorées entre les arbres. L'air sentait les merguez grillées et l'herbe fraîchement coupée. Lina agrippa une autre chaise pliante. Ses paumes moites alors qu'elle les disposait en rangées bien nettes sur la pelouse. « Maman, tu es sûre de ça ?» demanda-t-elle, jetant un regard nerveux à la foule grandissante. Samira s'interrompit d'aider Madame Alvarez à installer la table des rafraîchissements. « De parler ? Oui, ma puce. Parfois, il faut se lever et faire entendre sa voix. » Madame Patel s'approcha avec une pile d'assiettes en carton. « Samira, nous avons environ 50 personnes qui viennent. Tout le quartier en parle. » Elle baissa la voix. Tout le monde en a marre du harcèlement de Béatrice. D'autres voisins arrivèrent, portant des plats de salade de pommes de terre et de fruits frais. Les enfants se couraient après autour des chaises tandis que les parents se rassemblaient en petits groupes. Parlant à voix basse, l'atmosphère était festive mais chargée d'un but. « Tiens, laisse-moi t'aider avec ces chaises, » dit Monsieur Martin, l'enseignant à la retraite qui avait acheté de l'eau à Lina. Il prit quelques chaises de sa pile. « Tu as rassemblé pas mal de monde. Jeune demoiselle, les gens veulent soutenir les bonnes choses. » Lina réussit un petit sourire. « Merci, Monsieur Martin. » Elle regarda alors que d'autres chaises étaient nécessaires. La foule devenant plus grande que prévu. Même l'agent Leroux était là, hors service et portant un grand plat des fameuses empanadas de sa femme. Au bord du rassemblement, Béatrice de Varenne se tenait les bras croisés. Sa robe d'été de créateur et son maquillage parfait la faisant paraître déplacée au milieu de la foule décontractée. Quelques-uns de ses partisans habituels planaient à proximité. Mais ils jetaient des regards incertains vers le groupe plus large. Madame Alvarez fit tinter une cuillère contre son verre, demandant l'attention. « Tout le monde, veuillez vous asseoir. Nous sommes ici aujourd'hui non seulement pour la bonne nourriture et la compagnie, mais pour parler du type de communauté que nous voulons être. » La foule s'installa dans les chaises que Lina avait aidé à disposer. Elle s'assit au premier rang, tripotant l'ourlet de sa chemise alors que sa mère se dirigeait vers l'avant. Samira portait sa robe bleue préférée, celle qu'elle gardait pour les occasions spéciales, et se tenait droite malgré son épuisement d'une autre longue garde à l'hôpital. « Merci à tous d'être venus, » commença Samira, sa voix claire et stable. « Je n'ai jamais voulu être au centre d'une controverse. Je suis juste une mère qui essaie d'élever sa fille correctement. » Elle marqua une pause, regardant Lina. « Mais parfois, la vie vous présente des moments où vous devez choisir. Rester silencieux et laisser les mauvaises choses se produire. Ou prendre la parole pour ce qui est juste. » Un murmure d'approbation parcourut la foule. Lina se redressa, la poitrine gonflée de fierté. « Ma fille avait un rêve, visiter Disneyland Paris. Pas un rêve extravagant, juste le souhait d'une enfant de vivre quelque chose de magique. » La voix de Samira se fit plus forte. Et au lieu de demander l'aumône, elle a élaboré un plan. Elle a économisé son argent de poche, acheté des fournitures, fait des pancartes et installé un simple stand d'eau pendant cette chaude période. Madame Patel hocha la tête vigoureusement.
Et plusieurs autres sourirent d'un air encourageant. Mais quelqu'un a décidé qu'une fille de 12 ans vendant de l'eau était une menace. Les mots de Samira portèrent à travers le rassemblement silencieux. Quelqu'un a décidé d'utiliser le pouvoir et le privilège pour écraser l'initiative d'une enfant. Pour lui faire honte, pour la faire se sentir mal d'avoir essayé. À l'arrière. Le visage de Béatrice se crispa. Mais Samira continua, il ne s'agit pas seulement de bouteilles d'eau, de permis ou de règles de copropriété. Il s'agit d'équité. Il s'agit de ce que nous enseignons à nos enfants sur le travail acharné et les rêves. Il s'agit de savoir si nous voulons être une communauté qui s'entraide ou qui se déchire. C'est vrai. Lança M. Martin. D'autres exprimèrent leur accord. Je vis ici depuis 8 ans, dit Samira. J'ai travaillé de nuit pour sauver des vies. J'ai élevé ma fille pour qu'elle soit honnête et travailleuse. Et j'ai essayé d'être une bonne voisine. Tout ce que Lina voulait, c'était de gagner son chemin vers un rêve. Est-ce vraiment quelque chose que nous devons punir? Non. Crièrent plusieurs voix. Madame Alvarez se leva. Béatrice fait ça depuis des années. Vous vous souvenez quand elle a menacé les Johnson pour leur panier de basket? Ou quand elle a mis une amende aux Garcia pour leur lumière de Noël? D'autres voix se joignirent, partageant des histoires de la tyrannie mesquine de Béatrice. L'agent Leroux prit la parole depuis son siège. En tant que policier, je peux dire qu'il n'y a rien d'illégal dans le stand d'eau d'une enfant. Appelez les services d'urgence pour quelque chose comme ça. C'est ça le vrai problème. Lina regarda avec étonnement voisin après voisin se lever pour parler. Monsieur Patel raconta comment les salutations joyeuses de Lina égayaient ses promenades matinales. Madame Martin mentionna comment elle avait vu Lina donner de l'eau gratuite aux facteurs par une journée particulièrement chaude. C'est le genre de jeune entrepreneur que nous devrions encourager, dit Monsieur Chang, propriétaire de la quincaillerie locale. Pas faire taire. Samira leva la main pour attirer l'attention. Je ne demande pas de traitement de faveur. Je demande l'équité, le droit de laisser ma fille poursuivre ses rêves sans harcèlement. La chance de faire partie d'une communauté qui se soucie plus du caractère que du contrôle. Les applaudissements commencèrent lentement, puis prirent de l'ampleur jusqu'à devenir un tonnerre. Les gens se levèrent, applaudissant et acclamant. Lina sentit des larmes lui monter aux yeux en voyant combien de voisins les soutenaient. Madame Alvarez serra Samira dans ses bras. Nous sommes avec toi, ma chérie, fini le harcèlement dans notre quartier. De sa place à l'arrière. Le visage de Béatrice avait viré à une vilaine teinte de rouge. Ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçaient dans ses bras alors qu'elle regardait son influence s'effondrer. Les quelques partisans autour d'elle s'étaient éloignés, rejoignant le groupe plus large. Félicitant Samira, Lina courut vers sa mère, jetant ses bras autour de sa taille. Tu as été incroyable, maman. Nous le sommes toutes les deux. Ma puce, murmura Samira, tenant sa fille près d'elle alors que les voisins venaient offrir leur soutien et partager des plats. Béatrice se tenait seule maintenant, son visage s'assombrissant à chaque personne qui passait devant elle pour féliciter les Dubois. Ses yeux se plissèrent alors qu'elle regardait la scène se dérouler, ses lèvres pressées en une fine ligne blanche. Le lundi matin arriva avec une douce pluie tapotant contre les fenêtres de la maison des Dubois. Samira, encore fatiguée de sa garde de nuit, triait le courrier à la table de la cuisine pendant que Lina finissait de se préparer pour l'école à l'étage. L'enveloppe officielle de la ville se détachait parmi les factures et les publicités. Son papier blanc impeccable et le sceau du gouvernement firent se serrer l'estomac de Samira. Elle l'ouvrit avec précaution, son badge d'infirmière pendant toujours à son cou. Le titre en gras de la lettre attira son attention. Avis d'infraction au plan local d'urbanisme. Action immédiate requise. Ce n'est pas possible. Marmonna Samira en parcourant le document. Ses mains se mirent à trembler en lisant les détails. La lettre citait de multiples violations présumées, activités commerciales non autorisées, entretien inadéquat de la propriété et modifications structurelles sans permis. Les amendes potentielles s'élevaient à plus de 15 000 €. Maman, appela Lina de l'étage. Tu as vu mon classeur bleu? Vérifie sous ton bureau. Chérie,
répondit automatiquement Samira, son esprit s'emballant en relisant la lettre. Aucune de ces violations n'avait de sens. Leur maison était bien entretenue. Et ils n'avaient jamais fait de modifications. Elle attrapa son téléphone et chercha le service de l'urbanisme. Là, listé comme agent principal, se trouvait un nom familier, Béatrice de Varenne. La réalisation la frappa comme un coup physique. Bien sûr, murmura Samira. C'était son plan depuis le début. Lina dévala les escaliers. Son sac à dos sur une épaule. Je l'ai trouvé. Son sourire s'effaça quand elle vit le visage de sa mère. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Samira essaya de ranger la lettre. Mais Lina l'avait déjà repérée. C'est encore de Madame de Varenne? Non. Ma puce, c'est juste. Commença Samira. Mais Lina attrapa la lettre avant qu'elle ne puisse la cacher. Les yeux de la jeune fille s'écarquillèrent en la lisant. Sa lèvre inférieure commençant à trembler. 15 000 euros? Mais nous n'avons rien fait de mal. Sa voix se brisa. C'est entièrement de ma faute. Si je n'avais pas essayé de vendre de l'eau. Arrête-toi là, dit fermement Samira, attirant Lina dans une étreinte serrée. Rien de tout cela n'est de ta faute. Il s'agit d'une adulte qui abuse de son pouvoir parce qu'elle ne supporte pas qu'on lui dise non. Mais les épaules de Lina tremblaient pendant qu'elle pleurait. Mon stupide rêve de Disneyland va tout nous coûter. Tes rêves ne sont pas stupides. Insista Samira en essuyant les larmes de sa fille. Et ce combat n'est pas terminé. Le bus scolaire klaxonna à l'extérieur. Samira redressa le col de Lina et essaya de paraître confiante. Va à l'école, ma puce, je vais m'occuper de ça. Après le départ de Lina, Samira appela le service de l'urbanisme. La réceptionniste la transféra à la ligne directe de Béatrice. Service de l'urbanisme. Béatrice de Varenne à l'appareil. La voix suffisante de Béatrice dégoulinait de satisfaction. Ici Samira Dubois. Je pense qu'il y a eu une erreur avec « Oh, Madame Dubois ?» interrompit Béatrice. J'étais justement en train d'examiner votre dossier. Des violations assez graves que nous avons découvertes. Bien sûr, si vous aviez été plus coopérative plus tôt, peut-être que cela aurait pu être évité. Ces allégations sont fausses. Et vous le savez, dit Samira, gardant sa voix stable malgré sa colère. Le sont-elles? Le ton de Béatrice devint glacial. J'ai des preuves photographiques, des témoignages et des années d'expérience dans l'identification des violations de code. Les amendes sont tout à fait standards pour ces infractions, bien qu'elles aient tendance à augmenter si elles ne sont pas traitées rapidement. C'est du harcèlement. C'est l'application des arrêtés municipaux. Madame Dubois, peut-être auriez-vous dû penser aux conséquences avant d'organiser cette petite rébellion contre une autorité dûment constituée. La ligne se coupa. Samira fixa son téléphone, sentant le poids de l'épuisement s'abattre sur elle. Elle savait que Béatrice avait de l'influence au sein de la copropriété. Mais c'était différent. C'était le pouvoir du gouvernement utilisé comme une arme. De l'autre côté de la ville, dans son bureau à la mairie, Béatrice de Varenne était assise à son bureau, un sourire satisfait jouant sur ses lèvres alors qu'elle arrangeait soigneusement des documents dans un nouveau dossier manille. Elle l'étiqueta « Violation propriété Dubois » de son écriture précise. Le soleil matinal qui filtrait par la fenêtre de son bureau scintillait sur sa plaque nominative « Béatrice de Varenne. Agent principal, service de l'urbanisme. » Des années d'autorité soigneusement cultivées étaient représentées dans ce titre. Et elle n'allait pas laisser une infirmière prétentieuse et sa gamine insolente la défier. Elle ouvrit la base de données des propriétés sur son ordinateur, marquant le cas Dubois comme application prioritaire. Ses doigts se déplaçaient efficacement sur le clavier alors qu'elle planifiait des inspections, déposait des conclusions préliminaires et mettait en marche la machinerie bureaucratique. De retour chez elle, Samira s'effondra sur sa chaise de cuisine. La lettre posée de manière accusatrice sur la table devant elle. La pluie du matin était devenue plus forte, tambourinant contre les fenêtres comme des doigts en colère. Elle n'avait pas dormi depuis sa garde de nuit, et l'épuisement l'enveloppait comme une lourde couverture. Leur modeste maison,
habituellement un sanctuaire après de longues gardes à l'hôpital, semblait soudainement vulnérable. Chaque craquement et chaque bruit de tassement paraissait de mauvais augure. Comme si des inspecteurs de la ville pouvaient apparaître à tout moment pour scruter leur vie. Des photos de Lina tapissaient les murs, son premier jour d'école. Sa victoire au concours de sciences. Sa répétition de son argumentaire de vente pour son stand d'eau. La vue du visage plein d'espoir de sa fille sur ces photos fit mal à la poitrine de Samira. Dans son bureau, Béatrice ajouta un dernier document au dossier Dubois, un calendrier d'amende croissante qui commencerait dans exactement 7 jours. Elle ferma le dossier avec un bruit sourd satisfaisant et le plaça bien en vue sur son bureau. Prête pour la réunion d'application du lendemain. Voyons comment cette petite fête de quartier tiendra face à une véritable autorité. Murmura-t-elle en redressant un stylo sur son bureau immaculé. Sa position ici, construite au fil des années de réseautage prudent et d'alliances stratégiques, était inattaquable. Personne n'oserait contester les conclusions d'un agent principal de l'urbanisme. Surtout pas une mère célibataire qui ne pourrait jamais se permettre les frais de justice pour se battre. Ce soir-là, la cuisine des Dubois semblait différente. La chaleur et les bavardages habituels qui remplissaient leur dîner avaient été remplacés par le doux cliquetis des fourchettes contre les assiettes et le son creux des glaçons bougeant dans les verres d'eau. L'avis d'urbanisme était posé sur le comptoir derrière eux comme un invité indésirable. Sa présence empoisonnant l'air, Samira regardait Lina pousser ses spaghettis dans son assiette. Mangeant à peine, les épaules de la jeune fille étaient affaissées. Son énergie habituellement vive réduite à une ombre. Dehors, les lampadaires s'allumèrent, projetant de longues ombres à travers la fenêtre de leur cuisine. « Maman !» La voix de Lina était petite. À peine plus qu'un murmure. « Oui, ma puce. Est-ce que… » Lina déglutit difficilement. Sa fourchette tremblant légèrement dans sa main. « Est-ce qu'on va perdre notre maison ?» La question flotta dans l'air comme de la fumée. Samira posa sa propre fourchette et tendit la main par-dessus la table, couvrant la main de Lina de la sienne. La peau de sa fille était froide. « Non, ma chérie, nous n'allons pas perdre notre maison. » Samira essaya d'insuffler de la confiance dans sa voix. Mais même elle pouvait entendre le léger tremblement d'incertitude. « Madame de Varenne essaie juste de nous faire peur. » « Mais 15 000 euros !» Les yeux de Lina s'emplirent de larmes. « C'est tellement d'argent. Et tout ça parce que je voulais vendre de l'eau. Écoute-moi. » Dit fermement Samira en serrant la main de sa fille. « Il ne s'agit pas d'eau, de permis ou de quoi que ce soit de ce genre. Il s'agit d'une femme qui n'aime pas qu'on lui dise qu'elle ne peut pas bousculer les gens. » Mais Lina hocha simplement la tête en silence. Peu convaincue, elle prit une petite bouchée de spaghettis, plus pour plaire à sa mère que par véritable appétit. « Peut-être que je devrais lui écrire une lettre pour m'excuser, » suggéra doucement Lina. « Peut-être que si je promets de ne plus jamais rien vendre, non. » La voix de Samira sortit plus sèche qu'elle ne l'avait voulu. Faisant sursauter Lina, elle adoucit son ton. « Ma puce, tu n'as rien à te reprocher. Rien. » Ils finirent de dîner en silence, la nourriture ayant un goût de carton dans leur bouche. Samira regarda Lina porter son assiette à l'évier. Ses mouvements lents et lourds. Comme si elle portait un poids invisible. « Il est l'heure d'aller au lit. Mon cœur, » dit Samira après qu'elles aient nettoyé. « Tu as ce contrôle de maths demain. » Lina hocha la tête, faisant à sa mère un câlin rapide qui ressemblait plus à une demande de réconfort qu'à leur habituelle étreinte affectueuse. « Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma puce. Fais de beaux rêves. » Samira attendit d'entendre la porte de la chambre de Lina se fermer avant de laisser son masque de courage s'effondrer. Elle s'affaissa à la table de la cuisine. Entourée de papiers, l'avis d'urbanisme, les documents de la copropriété, leur relevé hypothécaire, son planning d'infirmière, les chiffres dansaient devant ses yeux fatigués. 15 000 euros, cela aurait tout aussi bien pu être 15 millions. Même avec son salaire d'infirmière et les heures supplémentaires. Elles étaient déjà à la limite. L'hypothèque, les frais de scolarité de Lina, les charges, tout s'additionnait en un équilibre délicat que cette amende allait briser.
Elle se massa les tempes, luttant contre un mal de tête dû au stress. L'horloge de la cuisine tic-taquait bruyamment dans le silence, marquant le temps comme un compte à rebours. 7 jours avant le début des amendes. 7 jours pour trouver comment se défendre contre une femme qui semblait détenir toutes les cartes. Mais alors que Samira était assise là, quelque chose commença à la tarauder. Les paroles de Béatrice lors des réunions de la copropriété se rejouaient dans son esprit, la façon dont elle avait ouvertement admis cibler certains résidents. Ses commentaires suffisants sur le maintien des standards du quartier en jetant des regards significatifs aux quelques propriétaires issus de minorités. Samira attrapa un bloc-notes et commença à écrire. La fois où Béatrice avait menacé Madame Alvarez d'amende pour les décorations de son jardin ethnique. L'incident avec le panier de basket de la famille Johnson. Le schéma suspect de violation de la copropriété qui semblait se concentrer sur certains foyers. Elle sortit son téléphone, parcourant le groupe de médias sociaux du quartier. Il y avait les messages de Béatrice, pleins de préjugés à peine voilés et de menaces. Préservés dans l'ambre numérique, Samira commença à prendre des captures d'écran, les sauvegardant dans un dossier. Puis elle se souvint de ses propres interactions avec Béatrice. La présidente de la copropriété n'avait pas été prudente avec ses mots. Confiante en son pouvoir, elle avait proféré des menaces directes, insinué des motifs discriminatoires, et même admis utiliser sa position à la mairie contre les résidents qu'elle n'aimait pas. La formation d'infirmière de Samira prit le dessus. Documenter tout, créer un dossier clair, établir des schémas. Elle commença à organiser ses notes, marquant les dates et les heures, listant les témoins. La pile de preuves s'épaissit à mesure que les souvenirs refaisaient surface. Son téléphone vibra, un texto de Madame Alvarez. J'ai entendu parler de l'avis d'urbanisme. Béatrice a fait la même chose à la famille de ma cousine l'année dernière. Ils ont dû déménager, ne la laisse pas gagner. La mâchoire de Samira se serra. Le sentiment de défaite d'auparavant commença à se transformer en autre chose. De la détermination. Béatrice avait fait une erreur cruciale. Elle était devenue arrogante. Elle avait laissé une trace. Reprenant son téléphone, Samira parcourut ses contacts jusqu'à ce qu'elle trouve le numéro qu'elle cherchait. Maître Adam Keta, un jeune avocat spécialisé dans les droits civiques qu'elle avait rencontré lorsqu'il avait été hospitalisé pour une appendicite l'année dernière. Ils avaient parlé pendant sa convalescence de son travail de lutte contre la discrimination au logement et l'abus de pouvoir. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, près de 22 heures. Tard, mais cela ne pouvait pas attendre. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'il ne réponde. Maître Keta. Ici Samira Dubois de l'hôpital central. Elle prit une profonde inspiration. Je suis désolé d'appeler si tard. Mais j'ai besoin de votre aide. Auriez-vous le temps de nous rencontrer? Je pense que j'ai un cas qui pourrait vous intéresser. Le soleil du lendemain matin projetait de longues ombres sur la terrasse extérieure du café des Tilleuls. Samira était assise, les mains enroulées autour d'une tasse de café fumante. Regardant Lina remuer distraitement son chocolat chaud. La foule matinale bourdonnait autour d'eux, des hommes d'affaires prenant leur petit déjeuner. Des joggeurs s'arrêtant pour des smoothies. Des personnes âgées profitant de leur rendez-vous café quotidien. Maître Adam Keta arriva pile à l'heure. Vêtu d'une chemise bleue impeccable aux manches retroussées. Portant une mallette en cuir usé. Son sourire amical les mit immédiatement à l'aise. Madame Dubois? Dit-il chaleureusement, en serrant la main de Samira avant de se tourner vers Lina. Et vous devez être l'esprit d'entreprise dont j'ai entendu parler. Lina réussit un sourire timide. Se redressant un peu. Merci de nous rencontrer si tôt, dit Samira alors que Maître Keta s'installait sur sa chaise. Je sais que vous devez être occupé. Jamais trop occupé pour aider quelqu'un à tenir tête à un tyran. Répondit Maître Keta en sortant un bloc-notes juridique. Racontez-moi tout depuis le début. Samira prit une profonde inspiration et commença par le stand d'eau de Lina. Elle décrivit le harcèlement croissant de Béatrice. L'appel à la police, les réunions de la copropriété.
Et enfin la menace de violation d'urbanisme. Pendant qu'elle parlait, Maître Keta prenait des notes détaillées, posant occasionnellement des questions pour clarifier. Et vous êtes certaine qu'elle a utilisé sa position au service de l'urbanisme pour vous cibler spécifiquement ? Demanda-t-il en soulignant quelque chose dans ses notes. Oui, acquiesça fermement Samira. Elle s'en est pratiquement vantée lors de la réunion de la copropriété. Elle a dit qu'elle s'assurerait que les autorités compétentes s'occupent de la situation. Le stylo de Maître Keta s'arrêta. Quelqu'un d'autre l'a entendu dire ça ? Au moins 10 voisins étaient là. Madame Alvarez a même enregistré une partie de la réunion sur son téléphone. Un léger sourire effleura les lèvres de Maître Keta. C'est bien, très bien. Il tourna une nouvelle page. Quelles autres preuves avez-vous de son schéma de discrimination ? Samira sortit son téléphone, lui montrant les captures d'écran qu'elle avait collectées. Celles-ci proviennent du groupe de médias sociaux du quartier. Regardez comment elle parle de « certains éléments » qui changent le caractère de la communauté. Maître Keta se pencha en avant. Étudiant les messages, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Mais il nous en faudra plus. Il leva les yeux vers elle. À partir de maintenant, documentez tout, chaque interaction, chaque menace, chaque avis, notez les dates, les heures, les témoins, si elle vous approche en personne. Utilisez votre téléphone pour enregistrer l'audio. La France est un pays où le consentement unilatéral suffit pour un enregistrement. Lina, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, se redressa soudainement, comme collecter des preuves pour un dossier. Maître Keta sourit. Exactement comme ça. En fait, il fouilla dans sa mallette et en sortit un carnet neuf. Le tendant à Lina. Voudrais-tu être notre organisatrice de dossier officiel ? Les yeux de Lina s'illuminèrent en prenant le carnet. Vraiment ? Vraiment, nous avons besoin de quelqu'un de méticuleux pour tout suivre. Votre mère a mentionné que vous étiez douée pour l'organisation. Samira regarda sa fille commencer immédiatement à écrire la date et l'heure sur la première page, la divisant en sections bien nettes. Maître Keta se retourna vers Samira. Nous aurons besoin de témoignages d'autres voisins qui ont subi un traitement similaire. Plus nous pourrons établir un schéma de comportement discriminatoire, plus notre cas sera solide. Ces cas me tiennent à cœur. Ma propre famille a dû se battre contre ce genre de discrimination pour trouver un logement décent en arrivant en France. Madame Alvarez a déjà proposé d'aider, dit Samira, et les Johnson. Je pense que d'autres se manifesteront aussi maintenant que quelqu'un lui tient enfin tête. Bien. Et gardez des copies de tout, photos, emails, textos, sauvegardez-les sur le cloud. Maître Keta sortit sa carte de visite. Envoyez-moi tout, je vais commencer à préparer une plainte pour violation des droits civiques et une éventuelle action en justice. Une action en justice ? La voix de Samira vacilla légèrement. Je ne sais pas si je peux me le permettre. Maître Keta leva la main. Nous trouverons un arrangement. Des cas comme celui-ci, c'est pour ça que je suis devenu avocat. Parfois, il faut se battre pour créer le changement. Lina avait déjà rempli 2 pages de son carnet. Maman, on devrait acheter un de ces classeurs accordéon que tu utilises pour les factures. On pourra tout coder par couleur. Samira ne put s'empêcher de sourire à l'enthousiasme renouvelé de sa fille. C'était la première fois qu'elle voyait cette étincelle dans les yeux de Lina depuis le début du harcèlement de Béatrice. Ces affaires peuvent prendre du temps, prévint Maître Keta. Béatrice ne reculera pas facilement. Elle a l'habitude d'exercer le pouvoir sans conséquence. Mais si nous sommes méthodiques, si nous construisons notre dossier avec soin, il ferma son carnet avec satisfaction. Nous pouvons montrer exactement comment elle abuse de son autorité. Et pour l'amende d'urbanisme ? Point, demanda Samira. Nous n'avons que 7 jours. Je vais déposer un recours immédiat. L'assura Maître Keta. Cela gèlera le délai. Et une fois que nous présenterons la preuve qu'elle utilise sa position pour des vengeances personnelles, la ville devra enquêter. Ils passèrent l'heure suivante à définir leur stratégie. Maître Keta expliqua le processus juridique tandis que Lina prenait des notes détaillées.
ajoutant de petits dessins dans les marges. Samira sentit le poids de l'impuissance se lever à chaque minute qui passait, remplacé par un sentiment croissant de détermination. Alors qu'ils se préparaient à partir, Maître Keta leur serra de nouveau la main. Rappelez-vous, documentez tout, rassemblez les preuves, et ne la laissez pas vous provoquer à faire quoi que ce soit d'irréfléchi. Nous allons nous battre intelligemment. En marchant vers leur voiture, Lina serrait son carnet contre sa poitrine comme un trésor. Maman, on peut s'arrêter au magasin de fournitures de bureau? Je veux acheter ces onglets autocollants pour marquer les trucs importants. Samira serra sa fille contre elle, l'enlaçant fermement. Bien sûr qu'on peut, ma puce. Elle posa ses lèvres sur le front de Lina et murmura, nous allons nous battre intelligemment. Et nous allons gagner. La semaine suivante passa dans un tourbillon d'activités. Samira et Maître Keta parcoururent méthodiquement le quartier, visitant les maisons où l'influence de Béatrice avait laissé sa marque. Le carnet de Lina, maintenant orné d'onglets colorés et d'étiquettes soignées, s'épaississait à chaque nouveau témoignage. Leur premier arrêt fut la coquette maison de Madame Alvarez. Les mains de la femme âgée tremblaient en leur servant le café, son accent s'épaississant d'émotion alors qu'elle décrivait la campagne de Béatrice contre son jardin. Elle a dit que mes légumes étaient inesthétiques, expliqua Madame Alvarez, désignant les plants de tomates florissants sur sa terrasse. Qu'ils étaient inappropriés pour l'esthétique de notre communauté. Mais les Peterson, ils ont le même aménagement de jardin. La seule différence? Elle sourit tristement. Ils ne sont pas latinos. Maître Keta enregistra tout tandis que Lina prenait des notes soignées, dessinant de petites tomates dans les marges de son carnet. Les Washington, 3 portes plus loin, partagèrent ensuite leur histoire. Monsieur Washington, un postier à la retraite, leur montra une pile de violations de la copropriété, toutes pour des problèmes mineurs comme l'herbe dépassant d'1 centimètre ou avoir laissé sa poubelle dehors 10 minutes de trop. Les blancs du quartier font les mêmes choses, dit-il en secouant la tête. Mais étrangement, Béatrice ne voit les violations qu'à certaines maisons. Sa femme hocha la tête d'un air sombre à côté de lui. Chaque visite révélait un schéma similaire. La famille Chen avait reçu une amende pour des décorations du Nouvel An chinois alors que des lumières de Noël restaient allumées toute l'année sur d'autres maisons. Les enfants Rodriguez étaient signalés pour des nuisances sonores en jouant au basket. Mais les répétitions hebdomadaires du groupe des enfants Tucker ne posaient aucun problème. Certains voisins hésitaient au début, craignant des représailles, mais Maître Keta expliqua comment leur témoignage collectif pouvait créer le changement. Ensemble, disait-il à plusieurs reprises, nous pouvons montrer qu'il ne s'agit pas d'incidents isolés. Il s'agit de discrimination systématique. Le mercredi, la nouvelle s'était répandue. Les gens commencèrent à contacter Samira, partageant des histoires à voix basse près de la boîte aux lettres ou envoyant des textos prudents pour demander à se rencontrer. La famille Thompson les invita un soir après le dîner. Leur fils adolescent avait lancé une entreprise de tonte de pelouse prospère jusqu'à ce que Béatrice découvre qu'il faisait de la concurrence à l'entreprise de paysagisme de son beau-frère. Soudain, il y avait toutes ces règles sur l'activité commerciale dans les zones résidentielles, expliqua Madame Thompson, la voix tendue de colère. Mais quand Cathy Weber a lancé son service de babysitting, pas un mot de Béatrice. Lina était assise en tailleur sur leur sol, transcrivant tout dans son carnet. Elle développa son propre système d'organisation, codant les incidents par couleur, vert pour les violations de jardin, bleu pour les plaintes de bruit, rouge pour l'ingérence commerciale. La percée eut lieu le vendredi, lorsque Sarah Martin, l'ancienne assistante de Béatrice au service de l'urbanisme, accepta de les rencontrer dans un café de l'autre côté de la ville. J'ai démissionné le mois dernier, leur dit Sarah en jetant un regard nerveux par-dessus son épaule. Je n'en pouvais plus, la façon dont elle sortait les registres de propriété des gens qu'elle n'aimait pas, cherchant la moindre petite violation. Comment elle accélérait les plaintes contre certains propriétaires tout en enterrant d'autres. Maître Keta se pencha en avant,
Seriez-vous prête à témoigner à ce sujet? Sarah hésita. Puis redressa les épaules. Oui, j'ai gardé des copies de tout. Les emails, les mémos, sa liste de surveillance spéciale. Ce qu'elle faisait était mal. Quelqu'un doit l'arrêter. Ce soir-là, Samira et Lina étalèrent les preuves recueillies sur la table de leur salle à manger, témoignages. Photographies, avis de violation, capture d'écran des médias sociaux. Le tout soigneusement organisé selon le système de Lina. Maître Keta se tenait au bout de la table. Examinant leur progrès. Regardez cette chronologie, dit fièrement Lina en dépliant un grand graphique qu'elle avait créé. Des points rouges marquaient chaque incident, se regroupant de manière notable autour des maisons appartenant à des minorités. C'est un travail incroyable, Lina, dit Maître Keta en étudiant le schéma. Tu pourrais avoir un avenir dans la recherche juridique. Samira regarda sa fille rayonner à ce compliment. Se souvenant de son air abattu une semaine plus tôt. Maintenant, Lina se déplaçait avec détermination, expliquant son système d'organisation à Maître Keta avec une confiance croissante. Le quartier avait changé aussi, là où il y avait eu des poches isolées de peur et de ressentiment. Il y avait maintenant de l'unité. Des voisins qui ne s'étaient jamais parlé commencèrent à partager des histoires. Reconnaissant leur lutte commune, les gens se mirent à veiller les uns sur les autres, documentant les déplacements de Béatrice, avertissant les autres lorsqu'elle effectuait l'une de ses promenades d'inspection. Madame Alvarez organisa un repas partagé le week-end où d'autres voisins se manifestèrent. Les Washington organisèrent une réunion stratégique dans leur garage. Le fils des Thompson offrit des services de tonte gratuits à toute personne témoignant contre Béatrice. En regardant les épais dossiers de preuves, Samira ressentit une vague de fierté. Pas seulement pour leur cas, mais pour sa communauté. Béatrice avait essayé de les diviser, mais ses actions les avaient finalement rapprochés. Maman, regarde, appela Lina depuis la table. Elle avait disposé toute leur documentation par ordre chronologique. On peut montrer exactement quand Béatrice a commencé à cibler davantage de personnes après avoir obtenu son poste à l'urbanisme. Samira se plaça derrière sa fille, posant ses mains sur les épaules de Lina. La table devant eux racontait une histoire claire de discrimination et d'abus de pouvoir. Chaque onglet coloré, chaque section soigneusement étiquetée représentait quelqu'un qui avait trouvé le courage de prendre la parole. Maître Keta rassembla les dossiers dans sa mallette, hochant la tête avec satisfaction. Nous avons plus qu'assez pour avancer. Le schéma est indéniable. Samira regarda leur travail, le produit d'une communauté enfin unie, et se sentit prête à affronter Béatrice, prête à exiger justice, prête à montrer à sa fille que les tyrans ne gagnent pas quand les gens s'unissent contre eux. Quelle est la suite? Demanda-t-elle à Maître Keta. Sa voix stable et sûre. La salle du conseil municipal bourdonnait d'une énergie nerveuse. Chaque banc en bois était rempli. Des gens se tenant le long des murs et débordant dans le couloir extérieur. Samira lissa sa robe bleu marine. Un geste plus pour calmer ses nerfs que pour les plis. À côté d'elle, Lina était assise le dos droit dans sa plus belle robe d'été jaune, serrant son carnet comme un bouclier. Maître Keta disposa ses dossiers sur la table devant eux. Chaque onglet coloré étant une pièce de leur cas soigneusement construit. Les néons projetaient des ombres dures sur les murs lambrissés, donnant à tout le monde un air légèrement tendu. Béatrice entra par la porte latérale, vêtue d'un tailleur gris coûteux et de perles. Elle salua plusieurs membres du conseil comme s'ils étaient de vieux amis. S'installant sur sa chaise avec l'air à l'aise de quelqu'un qui n'avait jamais perdu une bataille dans cette salle. Le président du conseil, M. Thompson, ouvrit la séance, le coup de son marteau résonnant dans la salle. Nous sommes ici aujourd'hui pour traiter de graves allégations d'abus de pouvoir au service de l'urbanisme et de pratiques discriminatoires au sein de la copropriété. Maître Keta se leva avec aisance. Merci, monsieur le maire. Je représente Samira Dubois et, par extension, de multiples résidents des Hauts-du-Chêne qui ont subi une discrimination et un harcèlement systématique. L'avocat de Béatrice.
Un homme aux cheveux argentés dans un costume coûteux intervint. Ce sont des accusations sans fondement de la part de résidents mécontents qui refusent simplement de suivre les règles de la communauté. Le président du conseil fit signe à Samira de se rendre à la tribune. Elle serra la main de Lina avant de s'avancer, ses talons claquant sur le sol en marbre. Les visages familiers de ses voisins lui donnèrent de la force. Madame Alvarez s'épongeant les yeux avec un mouchoir. Monsieur Washington hochant la tête pour l'encourager. Les Thompson assis droits et fiers. Mon nom est Samira Dubois. Commença-t-elle, sa voix claire et stable. Je suis infirmière diplômée à l'hôpital général. Propriétaire. Et surtout, une mère. Ce qui a commencé avec ma fille de 12 ans vendant des bouteilles d'eau a révélé un schéma de discrimination qui affecte toute notre communauté. Elle présenta au conseil les preuves. Son calme contrastant vivement avec la nature laide des actions de Béatrice. Madame de Varenne n'a pas seulement ciblé la petite entreprise de ma fille. Elle a utilisé sa position de présidente de la copropriété et d'agent de l'urbanisme pour harceler des familles en fonction de leur race et de leur origine ethnique. Le projecteur afficha la chronologie de Lina. Les points rouges se regroupant autour des maisons appartenant à des minorités étaient impossibles à ignorer. Des photographies de violations similaires traitées différemment en fonction de la race du propriétaire apparurent à l'écran. Béatrice s'agita sur son siège. Son sourire confiant vacillant. Sarah Martin témoigna ensuite, sa voix se renforçant à mesure qu'elle détaillait la manipulation des dossiers d'urbanisme par Béatrice. Elle tenait une liste spéciale de propriétés à problème, toutes appartenant à des résidents issus de minorités. Elle accélérait le traitement de leurs violations tout en ignorant des problèmes identiques chez d'autres propriétaires. Madame Alvarez décrivit la discrimination liée au jardin. Monsieur Washington détailla l'application sélective des règles et les Thompson expliquèrent l'ingérence commerciale. Chaque témoignage s'appuyait sur le précédent, créant un schéma indéniable. Quand ce fut le tour de Lina, elle se dirigea vers la tribune, serrant son carnet. Au début, sa voix était à peine plus qu'un murmure. Je voulais juste aller à Disneyland Paris avec ma maman. Elle déglutit difficilement. Puis continua plus fort. Je pensais que si je travaillais dur et que j'économisais de l'argent, je pourrais réaliser mon rêve. Mais Madame de Varenne, sa voix se cassa. La salle se tut, tout le monde se penchant légèrement en avant. Elle n'a pas seulement dit non. Elle m'a fait sentir que je faisais quelque chose de mal. Que j'avais tort d'être là. Le menton de Lina se leva. Mais ma maman m'a appris que les rêves valent la peine de se battre et que les tyrans ne devraient pas gagner juste parce qu'ils sont bruyants. Un murmure d'approbation parcourut la salle. L'avocat de Béatrice lui chuchota quelque chose à l'oreille. Mais elle le repoussa, le visage rouge de colère. Quand Béatrice prit la parole, son aplomb habituel se fissura presque immédiatement sous les questions de Maître Queta. Est-il vrai que vous avez dit à Madame Alvarez que son jardin violait les règles de la copropriété tout en autorisant des jardins identiques dans d'autres maisons? Ces autres situations étaient différentes. Rétorqua Béatrice. Différentes en quoi? Insista Maître Queta. L'impact esthétique. L'impact esthétique de plants de tomates identiques? Maître Queta désigna les photos à l'écran. Où la différence était-elle l'origine de la jardinière? Les mains de Béatrice se crispèrent sur la tribune. J'appliquais simplement les standards, comme lorsque vous avez verbalisé la famille Chen pour des décorations culturelles mais ignoré les lumières de Noël toute l'année? Ce n'est pas. La voix de Béatrice monta. Ces gens-là doivent apprendre à suivre les règles, ces gens-là, répéta doucement Maître Queta. La salle éclata en chuchotements. Le visage de Béatrice vira au rouge alors qu'elle réalisait son lapsus. Je voulais dire ces résidents, balbutia-t-elle. Monsieur le maire, s'adressa Maître Queta au président du conseil. Je voudrais présenter la correspondance par email interne de Madame de Varenne concernant l'application des règlements. Les yeux de Béatrice s'écarquillèrent. Vous ne pouvez pas, les emails envoyés depuis des serveurs gouvernementaux sont des archives publiques.
lui rappela maître Quetta, y compris ceux où vous faites référence à certains propriétaires comme « ces gens-là », et donnez instruction au personnel de surveiller certains quartiers de plus près. Le sang-froid de Béatrice s'effondra complètement. Ils ruinent tout. Point, éclata-t-elle, avec leur jardin, leurs enfants et leur bruit. Ce quartier avait des standards avant. La salle se tut à son explosion. Les membres du conseil échangèrent des regards. L'avocat de Béatrice se prit la tête dans les mains. Des standards ? Point. La voix de Samira trancha le silence. Ou juste certaines couleurs ? Béatrice ouvrit la bouche. La referma, puis s'affaissa sur son siège alors que des décennies de contrôle soigneusement entretenu lui échappaient. Les murmures de la foule s'intensifièrent. Les visages montrant du dégoût et de la déception là où il y avait eu autrefois de la peur. Le président du conseil s'éclaircit la gorge. Je crois que nous en avons assez entendu pour procéder à un vote. Les membres du conseil se regroupèrent à leur bureau surélevé, se passant des notes et chuchotant avec urgence. La salle resta comble mais silencieuse. Comme un théâtre avant l'acte final. La sueur perlait sur le front de Béatrice alors qu'elle les regardait délibérer. Ses doigts tambourinant un rythme anxieux sur la table. Samira serra la main de Lina. Toutes deux retenant leur souffle. Maître Quetta redressa ses papiers avec des mains stables. Mais ses yeux ne quittèrent pas le conseil. Les minutes s'étirèrent comme des heures sous les néons crus. Le président du conseil Thompson s'éclaircit finalement la gorge. Tapotant son microphone, le son résonna dans la salle, faisant sursauter plusieurs personnes. Après examen des nombreuses preuves présentées aujourd'hui, commença-t-il d'une voix grave. Ce conseil juge les actions de Madame de Varenne profondément troublantes et en violation directe de plusieurs arrêtés municipaux et directives éthiques. Le visage de Béatrice se vida de sa couleur. Son avocat griffonnait frénétiquement sur son bloc-notes. La documentation montre un schéma clair d'application discriminatoire, d'abus d'autorité et de détournement de ressources gouvernementales. Continua Thompson. Par conséquent, ce conseil propose de mettre fin immédiatement au poste de Madame de Varenne en tant qu'agent de l'urbanisme. Un hoquet collectif parcourut la salle. Béatrice se leva d'un bond, mais son avocat la fit rasseoir. De plus, la voix de Thompson se fit plus forte. Nous lançons une enquête complète sur toutes les décisions d'urbanisme prises pendant son mandat, avec une attention particulière aux actions potentiellement discriminatoires. Le procureur de la ville examinera les cas pour d'éventuelles violations des droits civiques. Lina serra plus fort la main de sa mère. Osant à peine sourire, Samira resta parfaitement immobile, le visage calme, mais les yeux brillants. Tous pour ? Demanda Thompson à ses collègues du conseil. Des mains se levèrent autour de la table. 1, puis 3, puis 7. Béatrice regarda chaque vote comme un coup reçu. Quand la dernière main se leva, rendant la décision unanime, elle s'effondra sur sa chaise. Mais la salle n'en avait pas fini. Madame Alvarez se leva de son siège. Sa voix claire et forte. En tant que vice-présidente du conseil syndical, je propose de convoquer une réunion d'urgence pour révoquer Madame de Varenne de son poste de présidente. Avec effet immédiat. Secondé. Lança M. Washington, suivi d'un chœur de « oui » d'autres membres de la copropriété présents. Le monde soigneusement construit de Béatrice s'effondrait brique par brique. Elle attrapa son verre d'eau avec des mains tremblantes. Mais il lui glissa des doigts, se brisant sur le sol. Le fracas sembla briser quelque chose en elle aussi. « Vous ne pouvez pas faire ça !» hurla-t-elle en repoussant la table. « J'ai donné 20 ans à cette communauté. J'ai maintenu les standards. J'ai protégé la valeur des propriétés. » Les flashs des appareils photo crépitèrent alors que les journalistes immortalisaient sa crise. Béatrice se tourna vers eux. Le visage déformé. « Arrêtez ça, vous ne pouvez pas. J'exige que vous arrêtiez de me photographier, Madame de Varenne. » Lança un journaliste. « Comment répondez-vous aux allégations selon lesquelles vous avez spécifiquement ciblé les propriétaires issus de minorités ? C'est entièrement de leur faute. » Béatrice pointa un doigt vers Samira et Lina.
Cet enfant qui gère une entreprise sans permis et sa mère qui a monté tout le monde contre moi. Je faisais mon travail. Votre travail était de servir tous les résidents de manière égale. Intervint sèchement le président Thompson. Pas d'abuser de votre autorité pour des préjugés personnels. La séance est levée. Le coup de marteau se perdit dans la montée des voix alors que les gens se levaient. Certains applaudissant, d'autres se précipitant pour parler aux journalistes. L'avocat de Béatrice tenta de la pousser vers une porte latérale. Mais elle se dégagea. Vous verrez, cria-t-elle, son mascara commençant à couler. La valeur des propriétés va chuter. Le quartier va s'effondrer. Vous regretterez de ne pas avoir eu quelqu'un prêt à maintenir les standards. Mais personne n'écoutait plus. La foule s'était tournée vers Samira et Lina, offrant des félicitations et des étreintes. Madame Alvarez les enveloppa toutes les deux dans une chaude étreinte, murmurant des mots fiers en espagnol et en français. Madame Dubois, lança un journaliste. Comment vous sentez-vous après avoir exposé cette discrimination ? Samira serra Lina contre elle avant de répondre. Il ne s'agissait jamais d'une seule personne ou d'un seul incident. Il s'agissait de défendre ce qui est juste. D'enseigner à nos enfants que les rêves méritent le respect et que la justice compte plus que le pouvoir. Lina rayonna en regardant sa mère. Toute trace de la fille timide ayant disparu. D'autres flashs crépitèrent, capturant leur sourire de victoire. Maître Quetta rassembla leurs dossiers, hochant la tête avec satisfaction. L'enquête sur les droits civiques en découvrira probablement encore plus. Dit-il doucement à Samira, ce n'est que le début des conséquences pour ses actions. Ils se dirigèrent vers les portes de la salle. Entourés de sympathisants, le soleil de l'après-midi filtrait par les fenêtres, peignant tout d'une lumière chaude. Monsieur Washington leur tint la porte avec panache. Après vous, mesdames, dit-il en souriant, je crois qu'une grande fête vous attend dehors. Il n'exagérait pas. Les marches du palais de justice étaient bondées de voisins et de partisans. Beaucoup tenant des pancartes faites à la main célébrant la justice et la communauté. Une acclamation s'éleva lorsque Samira et Lina apparurent au soleil. Derrière elles, à travers la porte qui se refermait, elles pouvaient entendre les derniers sanglots de colère de Béatrice résonner dans la salle presque vide. Ses cheveux parfaitement coiffés s'étaient défaits. Son tailleur coûteux était froissé. Et son pouvoir avait disparu. La femme qui avait terrorisé le quartier pendant si longtemps semblait soudainement petite et brisée. Entourée seulement de papiers éparpillés et de ses propres larmes amères. Mais Samira et Lina ne regardèrent pas en arrière. Elles descendirent les marches du palais de justice dans les bras de leur véritable communauté. Entourées par les voisins qui les avaient soutenues, qui avaient combattu à leur côté, et qui célébraient maintenant leur victoire partagée. Le chaud soleil les enveloppa comme une bénédiction, marquant la fin de la peur et le triomphe de la justice. Une semaine plus tard, la lumière du soleil matinal filtrait par les fenêtres de la maison des Dubois, projetant des motifs chaleureux sur deux valises ouvertes sur le sol de la chambre de Lina. Des autocollants de personnages Disney décoraient les bagages violets, soigneusement placés pour couvrir chaque espace disponible. Maman, appela Lina, tenant deux maillots de bain différents. Lequel devrais-je emporter ? Samira passa la tête dans la porte. Déjà habillée de vêtements de voyage confortables. Les deux, ma chérie, nous y serons 5 jours. Tu te souviens ? Elle sourit à l'explosion de vêtements et de souvenirs éparpillés dans la pièce. Mais peut-être emporte aussi quelques tenues réelles. Pas seulement des maillots de bain. Lina gloussa et commença à plier ses vêtements avec une précision méticuleuse. Elle avait regardé 3 vidéos YouTube différentes sur la meilleure façon de faire sa valise pour Disneyland. Déterminée à tout faire parfaitement. Son excitation était contagieuse, remplissant leur maison d'une énergie qui rendait même le simple fait de faire ses bagages magiques. Tu as vu la carte que Madame Alvarez a apportée hier soir ? Point, demanda Samira en ramassant une enveloppe colorée sur le bureau de Lina. À l'intérieur se trouvait une carte faite à la main signée par des dizaines de voisins, ainsi que des cartes cadeaux pour des produits et des restaurants Disney.
Et les conseils de voyage de Monsieur Washington? Ajouta Lina en sortant une liste soigneusement tapée de recommandations de manège et d'horaires de spectacle. Il a dit que la meilleure vue pour les feux d'artifice est juste devant le château. La réaction de la communauté avait été bouleversante. Après l'audience, les commerces locaux avaient lancé une collecte de dons pour leur voyage. Le café du quartier où Lina faisait parfois ses devoirs avait installé une tirelire qui s'était remplie 3 fois. Le personnel de l'hôpital avait participé. Et même les policiers qui étaient intervenus le premier jour avaient contribué à leur fonds de voyage. Presque prête? Demanda Samira en regardant sa montre. Leur vol n'était que l'après-midi. Mais elle voulait éviter toute précipitation. Juste besoin d'emporter mes oreilles de Mickey. Lina enveloppa soigneusement dans du papier de soie les oreilles scintillantes qu'elle avait reçues de ses amis de l'école. Et mon appareil photo. Et mon carnet d'autographes. Et, fais ta valise maintenant. La liste plus tard. Samira rit, l'aidant à fermer la valise trop pleine. La voiture est déjà chargée avec mes sacs. Elles descendirent les bagages de Lina, où les assiettes du petit déjeuner étaient encore dans l'évier de leur repas matinal excité. Samira avait fait des crêpes en forme de Mickey, bien que certaines ressemblaient plus à de l'art abstrait qu'à la célèbre souris. Dehors, la matinée d'été se réchauffait déjà, mais une douce brise la rendait agréable. Leur petit SUV attendait dans l'allée, le coffre ouvert et prêt. Alors qu'elles sortaient les valises, les voisins leur firent signe depuis leur jardin et leur porche. Amuse-toi bien, Lina, lança Jenny de la maison voisine, interrompant l'arrosage de son jardin. Prends beaucoup de photos. Ramène-moi des oreilles de souris, cria Tommy, son camarade de classe du bout de la rue. En chargeant les derniers sacs, elles ne purent s'empêcher de remarquer la maison de Béatrice de l'autre côté. Le panneau « À vendre » se dressait bien en vue dans le jardin. Ses lettres rouges déclarant « Prix réduit » en gras. La pelouse immaculée que Béatrice avait autrefois utilisée comme preuve de ses standards supérieurs devenait inégale. Des pissenlits commençant à parsemer l'herbe. Un mouvement attira leur attention, un rideau tressaillit à la fenêtre de devant. Le visage de Béatrice apparut brièvement, pincé et amer, avant de disparaître dans l'ombre de sa maison vide. La plupart de ses meubles avaient déjà été déménagés. Selon Madame Alvarez, qui suivait ce genre de choses, l'enquête sur son mandat d'agent d'urbanisme avait révélé encore plus d'actions discriminatoires, menant à de multiples plaintes pour violation des droits civiques. Mais Lina, repérant le mouvement, sourit simplement et fit un signe de la main à la fenêtre. Pas un geste moqueur, juste la gentillesse naturelle d'une enfant dont le cœur n'avait pas de place pour l'amertume. Le rideau tressaillit de nouveau, mais resta fermé. Prête pour l'aventure? Demanda Samira en fermant le coffre avec un bruit sourd satisfaisant. Prête? Lina rebondit sur la pointe des pieds, vibrant pratiquement d'excitation. Elles montèrent dans la voiture, Lina serrant son guide des parcs Disney comme une carte au trésor. Alors que Samira sortait de l'allée, d'autres voisins sortirent pour leur dire au revoir. Madame Alvarez leur envoya des baisers. Monsieur Washington fit un pouce en l'air. Même le vieux monsieur Peterson, qui sortait rarement de chez lui, se tenait sur son porche en agitant un petit drapeau français. Regarde, maman, dit doucement Lina alors qu'elle passait devant la maison de Béatrice une dernière fois. Les pissenlits sont jolis. Samira jeta un coup d'œil aux fleurs jaunes qui parsemaient la pelouse que Béatrice avait autrefois surveillée avec une telle férocité. Ils le sont, n'est-ce pas? Parfois, les choses contre lesquelles les gens se battent le plus durement se révèlent être belles. Elles prirent la route principale, laissant leur quartier derrière elles. La circulation était fluide en direction de l'aéroport. Et Lina se cala dans son siège, fredonnant « C'est un petit monde » sous son souffle. « Maman » dit-elle après quelques minutes, posant sa tête sur l'épaule de Samira. « Les rêves valent la peine de se battre. » Samira retira une main du volant pour embrasser le front de sa fille. Ressentant une vague de fierté et d'amour si forte qu'elle lui monta les larmes aux yeux. Elles avaient gagné plus qu'un simple voyage à Disneyland.
Elles avaient montré à leur communauté le pouvoir de s'unir contre l'injustice. Elles avaient appris aux autres que les rêves méritaient le respect. Quels que soient les rêves. Plus important encore, elles avaient retrouvé leur dignité et aidé les autres à trouver leur voie aussi. Le soleil du matin peignait la route devant elles en or. Et le guide de Lina était ouvert à une page montrant le château magique. Dans le rétroviseur, leur quartier devenait de plus en plus petit jusqu'à disparaître. Mais la force qu'elles y avaient trouvée resterait avec elles pour toujours. Lina commença à chanter doucement, quand on prit la bonne étoile. Et Samira se joignit à elle. Leurs voix se mêlant alors qu'elles roulaient vers leurs rêves durement gagnés.